Bonjour, bienvenue dans un nouveau débat d'idées avec aujourd'hui une table ronde sur le thème ISR, le dessous des cartes. Alors l'ISR, tout le monde en parle, tout le monde en fait. Mais de quoi s'agit-il? Comment distinguer le bon grain de livret? Est-ce que approche ISR et performance économique sont compatibles? Quel crédit accorder à l'ISR? Pour en débattre aujourd'hui, deux spécialistes, deux invités sur notre plateau. Léa Dunant-Châtelet. Léa, bonjour. Bonjour. Léa, vous êtes responsable de la gestion ISR chez DNCA, vous êtes agrégée en économie et vous avez un long track record en matière de gestion ISR. Et puis à ma gauche, Thierry Philippona. Thierry, bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes directeur de l'Institut Friedland, vous êtes membre du collège de l'AMF, vous êtes fondateur de Finance Watch, membre du Forum de l'investissement responsable et vous êtes ancien banquier, donc vous êtes légitime pour venir nous parler d'investissement et d'ISR. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, Léa, je vais tout de suite démarrer avec vous. Toutes les sociétés aujourd'hui annoncent faire de l'ISR. Vous-même, votre société, DNCA, vous avez récemment présenté une gamme ISR. On se demande un peu s'il n'y a pas dans ce domaine un peu de greenwashing. Je pense qu'il y a effectivement une très forte demande aujourd'hui. D'ailleurs, en témoignent les récents chiffres sur l'ISR, puisque en 10 ans, les encours ont augmenté, enfin, ont été multipliés par 40. Ça, c'est une première chose. Alors forcément, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent. Néanmoins, moi, j'évolue dans ce domaine depuis plus de 15 ans et je pense justement avoir eu une vision sur cette activité, ce secteur assez longue, parce qu'il est très récent. Vous aurez toujours dans toutes les activités les deux types d'acteurs. En tout cas, chez DNCA, on a fait le choix d'y aller parce que c'est à la fois un besoin maintenant sur le marché et une conviction que c'est une analyse qui permet de faire de la performance finalement. Thierry Philippona, vous êtes un observateur, vous n'êtes pas gérant, mais vous suivez ce phénomène de l'ISR depuis de nombreuses années. Est-ce que vous ne ressentez pas parfois un phénomène de mode sur l'ISR? Il y a un phénomène de mode et tant mieux. Bon, très bien. Il y a un phénomène de mode et tant mieux, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, l'ISR, c'était l'affaire de quelques idéalistes qui se disaient pourquoi le monde n'est-il pas meilleur et si je mettais l'argent, la finance, le capital au service d'une économie durable. Aujourd'hui, c'est en train de devenir la façon normale d'investir. Quand vous regardez les chiffres de l'ISR aujourd'hui sur une place comme la place française, la place parisienne, au sens très large du terme, investissement responsable, on parle de 1000 milliards d'euros, ça veut dire 27-28% des actifs gérés. Au sens, avec des définitions plus strictes, plus resserrées, on parle de 310 milliards d'euros, c'est-à-dire 7 ou 8% des actifs. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on parle de normes et de critères plus ou moins stricts selon que l'on prend un chiffre ou l'autre, mais ça veut dire qu'on a quasiment un tiers des encours gérés sur une place comme Paris, qui est quand même la deuxième place financière d'Europe, qui considèrent que c'est un sujet. Voilà. Okay. Et là, c'est quelque chose de très important. Donc il y a une mode, mais ça veut dire que c'est une mode qui change les pratiques. Ok. Et même si tout le monde n'est pas, même si toutes les sociétés de gestion ne sont pas au même niveau, progressivement, on avance vers des méthodologies de plus en plus éprouvées. C'est exactement ça. On est passé d'une pratique marginale à une pratique qui est en train de devenir mainstream. Évidemment, ce processus n'est pas linéaire. Évidemment, c'est un processus dans lequel certaines sociétés de gestion sont plus avancées, plus rigoureuses, vont plus vite. Et comme il est normal, on est dans le monde réel. Ce n'est pas coup de baguette magique, du jour au lendemain, tout est parfait. Il y a des gens qui se disent, il y a un vrai sujet, allouer le capital, allouer la finance, à la fois avec des critères financiers et des critères dits extra-financiers, autrement dit environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance. Et ça, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Léa Dunant-Châtelet, vous êtes une gérante ISR sans faire trop de méthodologie. Concrètement, qu'est-ce qu'on regarde quand on est gérante ISR? Ça, c'est une bonne question. Et effectivement, c'est très large. Mais c'est très large. Et on ne va pas tout regarder, mais les points essentiels pour qu'on visualise votre travail. Je pense que les points essentiels, et ça colle avec la vision du moment, c'est que vous avez deux concepts qui sont complètement complémentaires et qu'on a beaucoup mélangés. Il y a d'abord la responsabilité d'entreprise. Est-ce que moi, en tant qu'acteur économique, je me comporte bien vis-à-vis de mes salariés, vis-à-vis de mes fournisseurs, vis-à-vis de mes clients? Est-ce que j'ai une bonne gouvernance? Est-ce que je regarde mon impact sur l'environnement, quel qu'il soit? Et ça concerne toutes les entreprises et tous les secteurs. Et ensuite, il y a le thème du développement durable. Est-ce que je produis des produits ou des services qui ont un impact positif sur les enjeux du développement durable. Et je dirais qu'à partir de là, vous avez déjà les deux bases fondamentales de ce qui constitue un fonds ISR.
Est-ce qu'on peut illustrer par l'exemple? Bien sûr. Parce que là, on comprend, mais c'est un peu conceptuel. Mais tout à fait. Si je devais résumer, on cherche des entreprises dans les fonds responsables qui sont justement durables et responsables. Un exemple très concret, pour dire même plutôt un contre-exemple, c'est une entreprise qui va produire des panneaux solaires en Chine. Elle va tout à fait répondre à l'enjeu du développement durable, elle va être à impact positif. En revanche, dans sa manière de le faire, elle a une gouvernance exécrable, elle le fait en ayant des pratiques de ressources humaines très mauvaises, voire même en polluant la petite rivière derrière son usine, je caricature. Donc elle est sur le développement durable, mais elle n'est pas responsable. Ça, très clairement, c'est une entreprise qui ne va pas dans les fonds ISR. Et pourquoi? Parce que dans un fonds ISR, le client, institutionnel ou particulier, il veut des entreprises qui ne sont ni controversées et qui semblent positionnées sur les enjeux qui font écho à ses propres valeurs. Il y a un exemple ou plusieurs exemples concrets de valeurs que vous, concrètement, vous mettez en portefeuille. Alors, deux exemples, un que personne ne connaît et qui est une société indienne qui s'appelle Groove Finance et qui va en fait permettre aux petits paysans, pour caricaturer indiens, d'accéder au crédit pour développer leurs domaines agricoles. Ça, c'est un exemple concret de valeur qui a justement un impact sociétal concret. Bon. Alors, je ne vais pas vous couper, mais c'est vrai qu'on ne la connaît pas vraiment. Et puis, c'est une entreprise, ce n'est pas le fait qu'on ne la connaisse pas, mais c'est pas qu'elle n'a pas de mérite, mais sa vocation, justement, c'est de faire du social. Donc, est-ce que vous pourriez nous prendre une entreprise… Mais du social rentable. Ce n'est pas de la philanthropie. Et ça, c'est très important. Bon point. Une entreprise qui va justement être beaucoup plus connue et qui est sur ces domaines depuis longtemps, c'est Eurotunnel. Eurotunnel, qui est évidemment un acteur très connu du rail électrique, parce que dans ce cas-là, justement, il s'inscrit parfaitement dans le développement durable et qui a depuis toujours mis au cœur de sa stratégie justement le développement durable comme un axe de développement business. Et je pense que tout le monde s'accordera à dire que Eurotunnel aujourd'hui, même s'ils ont eu un passé compliqué, est un beau succès. Oui, il y a eu un passé boursier qui a été compliqué. Absolument, boursier, financier, mais aujourd'hui c'est une infrastructure qui est parfaitement adaptée au monde du développement durable. Thierry Phippona, des valeurs comme ça qui vous semblent particulièrement emblématiques, qui vous semblent particulièrement en pointe de ce que c'est que l'ISR, que vous auriez envie de recommander en quelque sorte? Alors comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je suis membre du collège de l'AMF et en tant que membre du collège de l'AMF, je me dois de ne pas parler de valeurs spécifiques. Donc on peut parler de thématiques, on peut parler de performance et je serai ravi d'en parler, mais sur des valeurs, je vais m'abstenir. Après ça, il y a un vrai sujet qui est la question de la rentabilité d'un investissement ISR. Est-ce que c'est un rêve de « je veux que le monde soit meilleur, mais j'abandonne la performance » ou est-ce que c'est lié à la performance? On a le sentiment qu'en se fixant des contraintes, on va se priver de certaines opportunités, ne pas mettre en portefeuille certaines entreprises qui ont un vrai succès économique, qui peuvent avoir un très beau parcours boursier et qu'on risque d'avoir des portefeuilles qui sont moins performants. C'est intéressant. C'est ça votre question, c'est ça le sujet. Oui, c'est ça le sujet. Et je pense que là, on touche implicitement à la question du court terme et du long terme. Et si on parle, quand on dit investissement socialement responsable, il y a quand même le mot investissement. L'investissement, ça consiste fondamentalement à allouer du capital à moyen long terme à un projet économique en alignant les intérêts de l'investisseur et puis du projet économique. Ça ne peut pas se jouer sur des périodes courtes. Alors certes, des valeurs qui ont des pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance déplorables peuvent performer en bourse sur du court terme, ça arrive, je vais presque en dire tous les jours. Mais si on raisonne à moyen long terme en tant qu'investisseur, il est évident, et les études, de plus en plus d'études extrêmement sérieuses le montrent, que la performance sur le moyen long terme est alignée, la performance économique, financière, entre le fait de respecter un certain nombre de ces critères et puis le fait de prospérer d'un point de vue économique. Donc vous dites le fait d'investir dans des valeurs ISR n'est pas nécessairement quelque chose qui va peser sur la performance de mon investissement. J'en suis intimement convaincu. Le seul cas où il ne faut pas, je fais exprès de prendre le contre-pied et faire de l'ISR, c'est si vous voulez investir sur les 3 jours qui viennent. C'est évident que si vous trouvez temps ces 3 jours, peut-être que Léa, en tant que gérante, aura une opinion différente. Moi, en tant qu'analyste, je dis, OK, si le but c'est de savoir ce qui va monter dans les 3 jours qui viennent, l'ISR, très franchement, on s'en moque. Dans ce cas-là, on est sur une autre logique. Si le but c'est de savoir
d'essayer, c'est pas facile d'être gérant, de trouver les sociétés qui, sur des périodes, je ne sais pas, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, vont avoir une belle performance économique. L'ISR est extrêmement pertinent, y compris pour générer de la performance. Léa Dunant-Châtelet, j'imagine que vous êtes plutôt en phase avec ce que vient de dire Thierry Philippona, à savoir avoir un horizon qui ne soit pas uniquement le nez dans le guidon. C'est sûr, mais la réalité, c'est que les investissements, effectivement, ont un horizon de temps plus ou moins adapté selon les classes d'actifs. Par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que le particulier, il n'attend pas 10 ans pour voir sa performance. Si vous sous-performez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne va pas. Et au-delà de la conviction que je partage sur la performance, j'observe. Et j'observe que dans ces fonds ISR, on arrive déjà à éviter des entreprises qui font face à des gros scandales et que ces scandales-là, notamment dans la gestion de conviction, coûtent très cher. Donc on a pu anticiper et qu'on n'a pas ce scandale, eh bien une partie de la performance déjà est générée et on diminue aussi la volatilité des fonds. Ce que vous nous dites, c'est que l'approche ISR, pour vous, gérante, c'est un peu un indicateur avancé de bonne performance économique, c'est ça? Absolument. Et en effet, parce que bien souvent, avant de se retrouver dans les comptes, les problèmes arrivent à l'opérationnel finalement. Donc ils vont se traduire au niveau justement des ressources humaines, un plus fort turnover, un plus fort absentéisme des salariés parce que le climat est très mauvais. Et donc en général, ces indicateurs-là, vous les voyez 1 an, 2 ans à l'avance. Et ça va finir par impacter la marge de l'entreprise. Et ça finit par impacter. Un exemple? Parce que souvent, les gérants sont à l'aise pour parler des valeurs qu'ils aiment bien, qu'ils mettent en portefeuille. Bien sûr. Parfois, ils sont moins à l'aise pour dire ça, par exemple, on ne va pas mettre en portefeuille parce que… Je crois que le meilleur exemple, et que tout le monde a bien en tête, c'est ce scandale de Volkswagen, et dont on peut parler aujourd'hui, parce qu'effectivement, avec 3 ans de recul, c'est facile. La réalité, c'est que vous aviez un secteur économique entier qui était modifié à la fois par la régulation réelle, c'est-à-dire les normes d'émissions, mais aussi parce que les attentes sociétales, encore une fois, étaient à moins de pollution dans les villes, à moins finalement d'utilisation de l'automobile. Et à cette réponse, enfin plutôt à cette question, les entreprises, il y a 10 ans, vous proposez en général des plans de R&D très établis, soit pour aller vers le véhicule électrique, soit pour améliorer leur moteur. Et vous aviez l'un des plus grands constructeurs automobiles qui n'avait aucune réponse. Pour moi, c'était un signal. Et d'ailleurs, en général, dans les fonds ISR, lorsque vous n'avez pas d'information, lorsque vous n'avez pas de transparence, par principe de précaution, vous n'y allez pas. D'accord. Donc, on est attentif à l'engagement des entreprises. C'est fondamental. Et quand elles n'ont pas de discours, quand elles n'ont pas de position, oui. C'est qu'à un moment, ça va se traduire. Et je dirais même plus aujourd'hui, quand le top management, le dirigeant de l'entreprise n'a pas de conviction, là, vous pouvez vous poser des questions. Et un très bon exemple à nouveau, c'est le secteur du pétrole, longtemps décrié, qui, il est évident, va être une partie de la solution pour les énergies de demain. Vous avez aujourd'hui 2 types d'entreprises qui se distinguent. Celles qui ne veulent absolument pas, ou en tout cas qui ne prennent pas la mesure des enjeux de demain. C'est pas mon affaire. Exactement. Business as usual, tout va continuer et je pourrais faire mon travail sur les 40 prochaines années de la même manière. Ou au contraire, celles qui ont compris que le monde était en train de changer, qu'elles vont continuer pendant encore un certain temps leur activité cœur, mais qu'elles ont besoin de se diversifier. Et pour que ça fonctionne, il faut que tout en haut de l'entreprise, en effet, le dirigeant insuffle cette stratégie. C'est une forme de volonté politique. Thierry Philippona, qu'est-ce que vous pensez de ce propos de Léa Dunant-Châtelet sur le fait qu'on sent, on voit bien quand une entreprise a un véritable engagement, quand il y a une volonté politique ou pas? Oui, ça me semble particulièrement évident, notamment sur le critère qui conditionne les autres, de mon point de vue, c'est celui de la gouvernance. Quand vous avez une entreprise qui a des défauts de gouvernance patents, vous pouvez être à peu près sûr qu'il va y avoir des dysfonctionnements en dessous. Une bonne gouvernance, c'est la base de tout. Donc, bien sûr, l'ISR, pour caricaturer, on regarde l'environnemental, le social et la gouvernance, mais commencer par la gouvernance, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Dans certaines entreprises, dont celle qui a été évoquée, où fondamentalement, on a une escroquerie, l'investisseur ne peut pas le détecter, ou c'est vraiment très difficile. Par contre, non mais a priori, par contre, s'il met des filtres, et c'est ce qu'évoquait Léa à l'instant, s'il met des filtres sur un certain nombre de critères, y compris celui de gouvernance, tiens, est-ce que le conseil d'administration fonctionne bien, est-ce qu'il y a un équilibre des pouvoirs, etc. Et que s'il dit, tiens, ces filtres-là ne marchent pas, j'y vais pas,
il minimise la probabilité d'avoir mis le doigt dans quelque chose qui va s'avérer catastrophique. Alors Thierry Philippenac, quand on a préparé ce plateau, vous me rappeliez l'anecdote d'un débat où vous étiez avec des patrons du CAC 40 et certains qui justement disaient, voilà, à une époque, ça ne m'intéressait pas et puis j'ai été obligé d'y intéresser sous la pression, entre guillemets, des investisseurs. Oui, c'est une anecdote qui effectivement est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre comment et en quoi l'activité de gestion de fonds influe sur la pratique des entreprises. Et l'anecdote est la suivante. C'était à l'époque, il y a quelques années, où je présidais le Forum pour l'investissement responsable. Et on avait effectivement un débat. Il y avait 2 patrons du CAC 40 dans le débat qui disaient, et ils étaient vraiment plus que les bienvenus d'avoir cette fraîcheur de ton, que quelques années auparavant, les questions de développement durable les intéressaient certes en tant que citoyens, mais en tant que grands patrons, ce n'était pas leur problème. Et quelque part, je leur étais reconnaissant de ne pas rentrer dans leur franchise. Dans un discours de leur franchise et de ne pas rentrer dans un discours facile. Par contre, il disait, et mon anecdote date d'il y a somme toute 2 ans, c'est pas si vieux que ça, qu'aujourd'hui, c'était devenu leur problème. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une étude, ils avaient vu qu'il y avait 20% de leurs actionnaires qui pratiquaient l'investissement socialement responsable. Et quand vous avez 20% de vos actionnaires qui appliquent des filtres E, S et G à leurs investissements, ça devient le problème du patron. Et il disait, aujourd'hui, c'est mon problème. Et là, on voit bien, j'ai envie de dire, la chaîne de transmission entre l'acte d'investissement et l'acte de gestion des entreprises. Et c'est important à bien visualiser. Et c'est parce que la direction générale fait un choix politique de prendre ce sujet au sérieux que, entre guillemets, par ruissellement, au niveau de l'opérationnel, ça va suivre. Absolument. Léa, vous évoquiez tout à l'heure des exemples d'entreprises que vous mettez en portefeuille, vous citiez par exemple Eurotunnel. Est-ce qu'on peut alors, sans aller dans tout le détail de la méthodologie, mais illustrer par 2 ou 3 caractéristiques pourquoi cette valeur ou une autre? Qu'est-ce qui fait que vous dites oui, ça c'est une valeur qu'on va mettre en portefeuille? Alors en effet, le pilier de la gouvernance, je ne vais pas le redétailler, mais c'est une entreprise effectivement très bien gérée, avec des dirigeants très impliqués, qui communiquent même en cas de problème. Vous connaissez la localisation d'Eurotunnel et les enjeux qu'ils ont pu avoir près de Lille avec les migrants. Oui. Donc des situations très compliquées où les dirigeants ne se cachent pas et on ne les entend pas pendant 3 mois. Et puis justement d'ailleurs dans ce cadre, ils avaient des problèmes en interne, c'est-à-dire que des salariés qui se retrouvaient à arriver sur leur lieu de travail et à gérer des personnes qui sont sur le site et qui n'ont rien à faire là, donc des problèmes de sécurité, des problèmes bien évidemment parce que c'est une situation compliquée à gérer. Ça a été géré, moi j'ai visité le site de Lille, enfin proche de Lille, au moment de la crise et j'ai été impressionnée de voir la rapidité du management qui était tous les jours sur place avec ses salariés pour trouver une solution et avec bien sûr les communautés locales. Donc tout un travail d'intégration avec justement les politiques locales, avec les associations locales, avec les salariés eux-mêmes pour régler un problème en quelques jours. Ce qui témoigne justement de la prise de conscience d'une entreprise et de sa capacité à s'adapter. Ça, c'est une anecdote, mais elle est quand même très pertinente. Et au-delà de ça, d'un groupe tout simplement à intégrer dès le départ dans sa stratégie de communication pourquoi le rail électrique est une solution au ferry qui finalement faisait les mêmes allers-retours, qui lui est polluant. Et pourquoi ? Parce qu'il diminue pour certains trajets, enfin pour tous leurs trajets, leurs émissions CO2, etc. Ça, je veux rebondir sur ce que Philippe a dit. La conscience du dirigeant, c'est essentiel. Il ne faut pas perdre de vue aussi que la réglementation a imposé dans énormément de secteurs des nouvelles normes. Et donc le dirigeant, il a pris conscience pour justement ces investisseurs qui lui ont dit « Attention, nous ça, on en tient compte », mais également parce que d'un point de vue business, c'était devenu pertinent. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sur certains sujets, vous avez des amendes, vous n'êtes pas sur certains sujets, vous ne remportez pas des contrats. Le dirigeant, ça lui parle aussi. Ce que vous nous dites, Léa, c'est que les dirigeants soient convaincus ou pas, il faut y aller et ils y vont. Et parfois, comme le disait Thierry, un peu sous la pression des investisseurs, de leurs actionnaires, qui ont des attentes fortes. Et c'est là qu'on revient aux masses d'investissements dits socialement responsables ou responsables que j'évoquais tout à l'heure. Parce que quand ces masses sont là, il y a un effet d'entraînement. D'accord. Et donc, même si aujourd'hui, pour boucler un peu sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, Thierry, même si aujourd'hui les pratiques ne sont pas toutes aussi intenses parmi les gérants, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que globalement, ça avance dans le bon sens et que les méthodologies se mettent en place.
C'est exactement ça. Et j'ajouterai un point qui est, si elles ne sont pas toutes aussi intenses, elles sont réelles à ma connaissance. Je n'ai pas été auditer chaque équipe d'ISR de la place de Paris, mais j'en ai rencontré beaucoup. Quand faisait partie de ma responsabilité, j'ai demandé à beaucoup d'équipes de me dire « Tiens, expliquez-moi comment vous travaillez ». J'ai vu des pratiques qu'on peut qualifier de plus ou moins exigeantes, mais je peux affirmer que 100% des équipes que j'ai rencontrées avaient des vraies normes, des vraies pratiques, un vrai process. Et après ça, on serre le boulon plus ou moins fort. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce n'est pas « je dis que je fais sans faire ». Ok, on n'est pas dans de l'affichage. Non, on n'est pas dans l'affichage. Thierry, Léa, merci pour tous ces éclairages. Si on devait résumer chacun en 3, 4, 5 points, parce qu'on reste sur une matière qui en même temps qui intéresse le grand public, qui intéresse des phénomènes de société et qui est en même temps technique, puisqu'il y a des professionnels qui ont des métriques, des outils pour passer au crible. Si on devait résumer en 4-5 points, selon vous, les questions que devraient se poser les particuliers, les conseillers financiers, ceux qui se penchent sur l'ISR? Moi, je résumerai en 3 points. Le premier, c'est d'abord que ce monde-là s'est standardisé et il s'est standardisé autour d'un label d'État qui s'appelle le label ISR et qui est quand même un formidable témoin. On est le seul pays à avoir justement sous l'égide de l'État une forme d'accréditation d'un process, ce qu'évoquait justement Thierry. Et donc, il y a bien une recherche, une utilisation de cette recherche et finalement un fonds ISR à la fin. Donc d'abord le label. C'est essentiel de regarder ce qu'il y a dans les labels. Ensuite, sortir de cet écueil que l'ISR ne fait pas de la performance. C'est tout l'inverse. C'est souvent des fonds qui ont une performance au moins aussi bonne que leurs confrères, j'allais dire non ISR, et une volatilité très amoindrie. Et puis le troisième point, c'est de demander, de réclamer de la transparence sur ces fonds. C'est-à-dire que là où on veut savoir, comme disait encore une fois Thierry, si on est dans un fonds plutôt avec une démarche très large, ou au contraire un fonds qui a vraiment resserré les boulons, ben, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que les sociétés de gestion qui les proposent doivent avoir des reportings, doivent offrir des newsletters, une information et même ouvrir le capot, montrer ce qu'il y a dans les portefeuilles. Et être capable de dire pourquoi j'ai mis cette valeur en portefeuille et pourquoi je n'ai pas mis le concurrent qui peut avoir un parcours boursier intéressant, mais qui ne correspond pas à mes critères. Merci Léa. Thierry, les 2, 3, 4 points à retenir. J'adhère aux 3 critères qui viennent d'être évoqués. Si on veut en rajouter, il pourrait y en avoir un qui serait pour le particulier qui va investir en ISR, de se demander s'il veut investir, et ça c'est une question de personnalité, d'envie, dans un principe ou sur une thématique. Le principe, c'est j'ai des filtres qui vont être plus ou moins rigoureusement appliqués selon les sociétés de gestion et qui vont filtrer, qui vont éliminer les moins vertueux. Il y a beaucoup de fonds dits best in class, les meilleurs de la classe, etc. C'est un vrai principe qui fait bouger les pratiques comme on l'évoquait. Et puis il y a d'autres types de fonds qui sont thématiques, qui sont peut-être pour le non-spécialiste plus simples à comprendre. Parce qu'un process, c'est toujours un peu plus lourd à expliquer. Une thématique, c'est plus simple. Un fonds eau, un fonds sur l'impact social au travail, que sais-je. Le particulier doit se poser la question de là où il va être le plus à l'aise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que bien sûr, on a tous vu les polémiques sur tel fonds ISR qui détenait telle valeur, qui n'était pas parfaite d'un point de vue environnemental ou social ou de gouvernance ou que sais-je. Et c'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire quand on crée, ou les gens qui créent ces polémiques, ce qu'ils oublient de dire, c'est que si on est sur une logique thématique, on n'a jamais dit qu'il n'y aurait que des gens parfaits, que des entreprises parfaites. La perfection n'est pas de ce monde. Donc si on veut éviter d'avoir à rentrer dans ce niveau d'analyse qui est tout à fait compréhensible pour quelqu'un qui n'en est pas spécialiste, l'une des solutions, c'est de rentrer sur un fonds thématique qui, lui, va procéder un petit peu avec la logique en prenant par l'autre bout de la chaîne, en disant moi, je vais investir dans les sociétés qui font ceci. C'est très clair. Léa, Thierry, merci de vos réponses et de vos explications. Merci. Merci à vous. Tout le monde a compris. Merci. À très bientôt.